Club Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. 121 milliards de dollars dorment dans des portefeuilles que personne n'a touchés depuis 15 ans. Leur propriétaire est un homme sans visage, sans nom, sans passé. Le monde l'appelle Satoshi Nakamoto. Mais que se passerait-il si ce nom n'était pas la signature d'un génie solitaire, mais le nom de code d'une opération qui a changé à jamais l'économie mondiale ? Je m'appelle Mister Dark Web et aujourd'hui nous allons essayer d'étudier plus en détail l'une des figures les plus mystérieuses de notre époque. Nous avons déjà étudié l'histoire de Satoshi, recueillie à partir de sources ouvertes et d'archives du Darknet. Mais soyons honnêtes, cette version semble trop belle, presque comme un scénario hollywoodien. Un génie solitaire. Depuis environ une année à Goma, toutes les banques sont fermées, donc même les 15% de la population qui est plus ou moins couverte par les services bancaires n'y ont plus accès. Et donc, dans un contexte comme ça, la cohorte des femmes Odari actuellement à Goma utilise le Bitcoin aussi pour épargner, mais aussi d'une manière ou d'une autre pour transacter. Ce n'est pas encore très fréquent, on est encore en train de vulgariser sur le coup, mais c'est quand même très encourageant. Vous savez, le plus important, c'est que c'est pas comme si on avait des choix en fait. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour qu'un entrepreneur kenyan achète de marchandises au Nigérien, par exemple, il doit d'abord convertir les shillings en dollars ou en euros et ensuite l'envoyer. Et ensuite, ces shillings et ces euros seront convertis ensuite en naira nigérien. Ça en fait une double conversion. Et cette double conversion peut parfois atteindre jusqu'à 16% du montant envoyé. Vous imaginez? Donc, si je dois payer quelque chose à $100, je dois réserver un $18 ou un $16, dans les pires des cas un $20 en termes de conversion. Ça, c'était les premiers problèmes. Donc, c'est quand même très chiant et très insupportable, déjà pour une population qui a un pouvoir d'achat extrêmement bas. Est-ce qu'aujourd'hui, un peu comme le Toubouistan, enfin je ne sais pas quel autre pays qui effectivement a maintenant une partie non négligeable de son PIB sur Bitcoin, parce qu'il y a du barrage hydraulique, comment ça s'appelle le Bhoutan, tu veux dire? Le Bhoutan, voilà, c'est ça. Du coup, tu n'as pas eu en parler dans le livre, ou ouais. En fait la nouvelle est arrivée dessus? Non, on parle effectivement du Bhoutan, de ce petit royaume himalayen, et comment ils ont pris le parti de miner du Bitcoin assez tôt d'ailleurs. Et ça n'a pas été d'ailleurs révélé au grand public tout de suite. C'est à l'occasion de la chute d'une plateforme qui s'appelle Celsius qu'on s'est aperçu lorsque la justice a dû publier les comptes de tous ceux qui avaient du Bitcoin sur cette plateforme Celsius, que le Bhoutan, le gouvernement du Bhoutan était aussi affilié à la plateforme et avait du Bitcoin. Donc ça, c'était une sorte de révélation pour une partie de l'écosystème. Parce que s'ils en ont accumulé autant, c'est qu'ils n'ont pas fait ça hier. Non. Et je me pose une question et je vous la pose à vous deux. Est-ce que dans cette partie de poker qui est le minage, on va dire un peu étatique ou en tout cas subventionné et aidé, est-ce qu'on ne va pas découvrir demain d'autres pays qui minaient? Et là, c'est pareil, c'est bon. C'est à propos la fameuse réserve stratégique de Bitcoin. On en est où? C'est pas top. On a Patrick Witt, qui est directeur du conseil crypto de la Maison Blanche, c'est pas n'importe qui nous dit, écoutez, à propos de la réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, en gros, il y a des dispositions juridiques obscures, comme il dit lui, qui bloquent le processus. Bon, et donc il dit, cela paraît simple, mais on se heurte ensuite à des dispositions juridiques obscures et on se demande pourquoi une telle agence ne peut pas le faire alors qu'une autre le pourrait, juste acheter du Bitcoin et basta quoi. Nous continuons à faire pression sur ce point, c'est assurément toujours une priorité. Hier, le Sénat américain a annulé le vote du Clarity Act, il a plus exactement repoussé plus tard, donc on ne sait pas quand. Je vous fais cette vidéo rapidement aujourd'hui en direct de Crypto XR dans les locaux de Crypto XR, j'espère que vous apprécierez. Ce sera une vidéo sans montage, c'est un sujet hyper important, c'est pour ça que je vous en parle directement ici sur la chaîne YouTube. Cette décision-là de repousser donc le vote du Clarity Act a entraîné peut-être, alors on imagine que c'est ça qui a entraîné également la sortie de 395 millions de dollars des ETF Bitcoin Spot. Effectivement, derrière ce qui se joue, c'est la régulation des cryptos aux États-Unis. Donc la régulation des cryptos en cette année électorale, je vous le rappelle, c'est certainement la narrative de cette année 2026, cette narrative autour des élections de mi-mandat qui auront lieu au mois de novembre 2025. Donc le projet Clarity Act a été repoussé essentiellement pour 4 raisons principales. Il a été également dénoncé par Brian Armstrong, qui est le PDG de Coinbase. Toujours sur le contexte,
parlons de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche, au sujet du Clarity Act, la Maison-Blanche menace carrément de retirer tout son soutien au projet de loi destiné à encadrer le marché crypto. Le fameux Clarity Act, si Coinbase ne revient pas à la table des négociations avec un accord sur les rendements qui satisferait les banques et permettrait de trouver un compromis entre tous les acteurs. À Washington, on dit même que les personnes concernées sont très remontées contre l'attitude de Coinbase, qualifiée presque de coup de poignard dans le dos de la Maison-Blanche et de toute l'industrie. Il y a une phrase qui a particulièrement marqué, c'est « Au final, c'est le projet de Trump, c'est le projet du président Trump, c'est le projet de loi du président Trump, pas celui de Brian Armstrong. » Et donc, clairement, on est monté d'un cran dans l'escalade. Les deux camps ont durci le ton et chacun menace maintenant de tout laisser tomber si les choses ne vont pas dans leur sens. Cette semaine, on a vu que ça sentait le bisbille là autour du Clarity Act. On a vu toutes les grandes banques. JP Morgan qui est venu pleurer. On a Bank America qui est venu pleurer. Et maintenant Goldman Sachs qui nous explique qu'ils suivent beaucoup plus près que l'on imagine le sujet. Parce que je pense qu'ils seront très présents à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Ça négocie autour du fameux des rendements sur les stablecoins. En fait, on arrive dans le dur, dans la réalité de notre secteur, c'est qu'on voit vraiment les banques, comment elles ont bien compris que, ce qu'on se dit depuis des années, les cryptos sont là pour virer les banques, virer les middlemen, virer les gens qui aujourd'hui vivent de notre des liquidités des gens. Parce que c'est une obligation aujourd'hui, vous avez 18 ans, vous avez des revenus. Vous avez comme ça une obligation d'avoir un compte en banque. Vous pouvez pas recevoir de l'argent en liquide ou quoi aux caisses. C'est comme ça un peu partout en Occident. Ça permet de tracer et ça permet de générer un flux de liquidité énorme. C'est inévitable, d'accord ? La technologie est là, elle est disruptive, encore une fois, j'entends bien, la technologie doit être disruptive. On n'est pas sur un apport marginal de valeur, on est clairement sur quelque chose qui détruit de près de 90% les marges existantes. Donc évidemment, on est sur quelque chose qui ne peut qu'arriver. Ça arrive derrière, donc normalement, la phase d'adaptation, celle dans laquelle on est, d'accord ? Donc par rapport à Bitcoin, l'adaptation, elle s'est faite déjà, on va en parler après. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le ratio Ether-Bitcoin est allé chercher des plus bas, des niveaux extrêmement bas, puisque donc l'adaptation face à Bitcoin a clairement été faite. Vous l'aurez vu aujourd'hui, nombre d'institutions proposent des produits structurés adossés en Bitcoin ou carrément du Bitcoin disponible sous différentes formes, les ETF, etc. Et évidemment, on a déjà passé cette phase où la plupart de ces acteurs se sont clairement imaginés que ça allait être back to business as usual, et certains se sont évidemment amusés à essayer de jouer la vengeance et la punition en essayant d'attaquer différents acteurs de l'écosystème. Et ça, évidemment, c'est une énorme connerie à ne pas faire, d'accord, de faire partie de ces trucs-là, puisque de toute façon, la finalité, c'est que c'était évident que ces trucs-là allaient s'insérer là où ils devaient insérer et remplacer les mécaniques qu'ils devaient remplacer, ou mettre à jour ce système-là. L'autre problème, évidemment, c'est que d'un autre côté, la désillusion arrive. À partir du moment où l'infrastructure de paiement va se développer, il va y avoir de plus en plus d'intérêt à aller sur ces produits tokenisés, là où Bitcoin requiert quand même une certaine éducation. Il y a quand même une certaine technicité qui est un peu plus compliquée à aborder, même s'il y a des efforts communautaires qui sont faits, ou bien dans certains endroits, je pense au Salvador, où les autorités étatiques prennent aussi le problème à bras-le-corps. Je pense que voilà, il y a une vraie bataille sur le futur des paiements entre Bitcoin, stablecoin et monnaie numérique de banque centrale. Ouais, sachant que l'avantage du stablecoin, c'est que c'est une unité de compte qui est plus pratique à utiliser par les gens parce que la valeur de Satoshi, elle est changeante et puis même, elle ne s'ancre pas. Alors quand le Bitcoin était à 100 000 $ ou 100 000 €, c'était assez facile parce que du coup, on savait que 20 € c'était 20 000 Satoshi. Donc voilà, on s'en sortait un peu, mais dès que ça sort de là-dedans, la conversion, mais comme on utilise une devise étrangère, elle n'est pas forcément évidente et heureuse. En tout cas, pour continuer les bad news, si tu penses que tu as passé un mauvais week-end ou que tu as passé une mauvaise semaine, mais moi j'en connais un, le pauvre qui lui va passer une mauvaise semaine, voire même des mauvaises années de toute sa vie qui reste. C'est un pauvre utilisateur crypto qui a perdu 282 millions de $ en Bitcoin et Litecoin. Et oui. Donc la victime a été trompée et a révélé sa cite phrase. Alors je vais vous dire clairement, si quelqu'un vous appelle, qu'il se fasse passer pour un échange, pour un wallet crypto du type Ledger, Tangem ou ce que tu veux, qui se fasse passer pour ta grand-mère, ton grand-père ou qui tu veux, c'est faux, c'est fake. Si quelqu'un t'appelle au niveau de la crypto par téléphone, c'est un scammer, c'est un voleur. Si quelqu'un t'écrit un mail au niveau de la crypto, c'est aussi un scammer, un voleur. Si quelqu'un t'écrit sur Telegram, si un foufi vient te voir
sur Discord, Telegram, Twitter, qui tu veux, c'est un faux foufi, c'est un scammer voleur. Parce qu'il y a plein de petits malins qui se font passer par les youtubeurs pour aller voir leur communauté en mode hey, ça va, ça se passe bien, t'en es où? Des voleurs, d'accord? Moi, je ne viens jamais parler à quelqu'un en privé. Au moins, c'est réglé. Donc vraiment, méfiance 1000%. Il faut être psychopathe à 1000%, ne croire rien. La banque belge KBC Bank prévoit de proposer le trading de Bitcoin et d'Ether à ses clients particuliers dès février. Donc le service sera intégré à son application bancaire avec une approche conforme aux règles européennes. KBC devient l'une des premières grandes banques traditionnelles d'Europe de l'Ouest à franchir le pas. Et ça, c'est un signal qui est très fort pour l'adoption mainstream en Europe. Donc l'entrée directe des banques dans le trading crypto réduit la friction pour les particuliers et renforce la légitimité de Bitcoin et d'Ethereum comme actifs financiers établis. Les ETF Bitcoin Spot ont enregistré plus de 1,8 milliard de dollars d'entrées nettes sur une période récente. Donc, la majorité des flux proviennent d'investisseurs institutionnels et de gestionnaires d'actifs. La Corée du Sud impose un durcissement réglementaire contre les plateformes crypto non enregistrées. Google Play bloque l'accès à plusieurs exchanges étrangers jugés non conformes. Les autorités cherchent à renforcer la protection des investisseurs locaux et cette décision est négative à court terme pour l'accessibilité mais positive sur le plan réglementaire. Elle illustre une tendance mondiale, seuls les acteurs conformes survivront, ce qui favorise à terme un marché plus stable et institutionnalisé. Après, tu prends Zcash, ça aussi c'était marrant, hein, quand tout le monde vous disait ouais, la privacy c'est super, c'est génial, machin. Nous on en parle depuis 2018, tout le monde s'en foutait, mais quelque chose de costaud. Et comme par hasard, quand il y a un pump sur le Zcash, là tout de suite ça réveille. Alors ils te font pumper des trucs comme le Dash qui n'a rien à voir avec la privacy, Decred aussi. En termes de privacy, c'est pas non plus ouf. Et le pump qu'on a eu sur Zcash, regardez, le défibrillateur de la muerte. Le truc, c'était à 4200 balles en 2016. Ensuite, on n'a rien eu pendant longtemps, même le bull run de 2021. Regardez, bull run de 2021, on est monté à 300 balles. Ensuite, gros bear market, voilà, on attend. Et là, hop, ça augmente. Et là, pile à ce moment-là, on a les développeurs qui se barrent. Parce que vous avez su un petit peu ce qui s'est passé sur le Zcash. Je vous laisserai en tirer vos propres conclusions. Comme par hasard, hein, c'est pas ouais, c'est vraiment, ils se sont tous barrés, quoi. Voilà. C'est étonnant, hein, comme par hasard, tout le monde vous disait, ouais, c'est l'avenir, c'est super, c'est génial. Aujourd'hui, les rendements sont bien moins accessibles au commun des mortels, mais bien réels. Et contrairement à la belle époque où, tu sais, le premier pangolin venu, il arrivait à faire de l'argent, maintenant, ça demande des efforts et surtout une vraie gestion active. En fait, la crypto aujourd'hui devient un secteur d'investissement professionnel à part entière. Et je suis convaincu qu'on va petit à petit vers un nouvel écosystème crypto où, eh bien, on va voir disparaître la plupart des altcoins qui ne servent à rien. Et l'un des plus grands pièges de cette année 2026 va être de penser que ton wallet ou que tes investissements vont être sauvés par un futur bull run. Ça sert à rien d'attendre cet espoir puisque aujourd'hui l'argent se fait déjà. Comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo samedi dernier, le cycle de 4 ans, le cycle crypto en fait, il est pété. Et savoir s'adapter pour survivre et continuer à faire de l'argent en crypto, eh bien devient indispensable. Aujourd'hui le marché, très clairement, il n'y a plus de débat. Il dégage les non-sachants. Et franchement, bah tu le vois, ça se voit sur ma tronche quand même. Moi, je kiffe. Parce que, bah oui, ça trie la merdasse. Et seuls ceux qui feront l'effort de comprendre comment investir seront récompensés. Donc, vendredi, on aura aussi une journée intéressante puisque cette fois-ci, on aura les PMI, services et manufacturiers en France, en Allemagne et aux États-Unis. Mais surtout, on aura une nouvelle décision de la Banque centrale japonaise sur les taux d'intérêt. Donc, une semaine qui s'annonce mouvementée avec des catalyseurs majeurs et sans oublier non plus qu'on peut très bien avoir à tout moment une décision de la Cour suprême américaine concernant les tarifs douaniers de Donald Trump. On a toujours, bien évidemment, cette guerre entre Trump et plus particulièrement Jérôme Powell, la Réserve fédérale américaine au sens large. Il y a la Banque centrale européenne, la BOE, il y en a plein d'autres également qui sont venus en soutien de Jérôme Powell et de la Réserve fédérale américaine pour qu'elle garde encore cette indépendance. Ça, c'est vraiment
une bataille, la politique, juridique, médiatique qui est en train d'être mise en place et qui est en train peut-être même d'ailleurs d'entacher l'indépendance des institutions aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important et historique qui est en train de se passer. Jérôme Powell se défend bien évidemment comme bec et ongles, mais aujourd'hui, c'est une problématique. Pour le reste, eh bien, on retiendra que c'est toujours le bordel en Iran, mais que Trump pense que tout est sous contrôle, et les tarés qui sont au pouvoir, pour l'instant, restent au pouvoir. Ensuite, personne ne veut que le Groenland passe en main américaine, mais Trump n'en a strictement rien à foutre, et ça n'est pas l'œil du tigre du président français qui va calmer les ardeurs. On parle toujours du Venezuela, parce qu'on sait pas trop où on va sous la houlette de Trump, et les pétrolières dansent la samba en se disant, bon, j'y vais ou j'y vais pas. Et face à ce merdier mondial, les investisseurs se ruent sur les métaux, l'or a tapé les 4645, l'argent a franchi les $90, et le bitcoin flirte avec les 95 000 $, même si en cette fin de semaine, c'était plus compliqué pour aller chercher les 100 000. En résumé de tout ça, l'économie est solide, mais on a quand même les nerfs à vif, Trump brasse de l'air pour occuper le terrain, l'IA porte le Nasdaq à bout de bras, et l'inflation semble ne plus pouvoir avancer pour le moment. Revenons maintenant par chez nous. En Suisse, les consommateurs ont été moins dépensiers en décembre. L'indice du climat à la consommation s'est établi à moins 30,7 points le mois dernier, affichant une baisse de 0,4 points sur un an selon les dernières données du SECO. Du côté de l'immobilier, les loyers ont augmenté en moyenne de 2,3% en 2020. Bitcoin, d'accord, c'est la découverte du stockage de valeur, les théories des 21 millions, l'inflation programmable, face à d'un autre côté des monnaies qui s'érodent au gré des vents de l'impression monétaire dont on a parlé dans la première vidéo, qui font partie naturelle du cycle maturité dans lequel sont les États-Unis aujourd'hui. L'impression monétaire est en croissance et elle ne va pas du tout s'arrêter. Mais attention, on arrive aujourd'hui dans la phase où cette impression monétaire a des mécanismes néfastes qui se voient aujourd'hui, on l'a dit, ça a considérablement accentué les disparités. On a déjà aujourd'hui les leaders populistes. À ce stade-là, ce qui va se produire, c'est que toute tentative d'impression monétaire va se solder par des révolutions et ou des guerres. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc à ce stade-là, je n'attends plus aujourd'hui de magistrale impression monétaire aux États-Unis. Et là encore, je suis complètement à contre-courant de la plupart des gens. Mais j'utilise un modèle pour baser cette conclusion. Encore une fois, je ne dis pas juste je suis contre les gens parce que je suis contre les gens. Je suis contre les gens parce qu'un modèle m'invite à penser de façon rationnelle qu'il n'y aura pas une impression monétaire débridée aux États-Unis dans cette phase mature du cycle. Je pense vraiment qu'on attend la résolution de la contraction sur le Nasdaq. En fait, dites-vous que le manque d'intérêt côté crypto, c'est un manque d'intérêt qui se traduit ici également sur les gros indices américains. Je vous ferai une vidéo sur ça, mais je pense qu'on est en train de rentrer dans une bulle robotique, énergétique, etc., IA, semi-conducteurs, parce que là, on commence à avoir des inversions de ratios sur un outil sur des indices comme Nasdaq, Russell. Là, le Nasdaq est en train de former un top face au Russell. Attendez, je vais vous mettre dans l'autre sens, ce sera plus facile à comprendre. Mais en gros, le Russell se met à surperformer le Nasdaq. Le Russell, c'est les plus petites actions. Le Nasdaq, c'est les grosses actions. Donc là, en fait, on voit l'argent est en train de circuler comme nous en crypto, ça peut circuler de Bitcoin aux altcoins, par exemple. C'est pas vraiment ça, mais vous comprenez. En bourse, c'est ce qui se passe. On commence à délaisser les grosses actions pour aller dans les plus petites actions parce que le rendement est plus attractif et parce que justement, il y a des boîtes en IA énergétique, robotique, semi-conducteurs qui commencent à exploser. Donc, on commence à avoir de la spéculation sur ces boîtes-là. Et donc, c'est ce qui fait aussi potentiellement que le Nasdaq commence à se contracter et que les grosses actions américaines performent de moins en moins et qu'on a aussi peut-être moins d'intérêt sur un actif comme Bitcoin. Parce qu'on entend beaucoup, oui, si le Russell, il explose, ça va faire exploser le Bitcoin, mais c'est faux. En 2020, en 2021, oui, ça a fonctionné parce qu'il y avait une imprimante. Les tensions géopolitiques et le merdier international continuent de profiter un petit peu au Bitcoin qui tente une sortie de ce range latéral. On est toujours dans une espèce de tendance haussière. On a essayé de casser, mais pour l'instant, on a réintégré notre tendance haussière à long terme, ce qui veut dire que on peut pas exclure le fait qu'on est encore une fois cherché les 88 000 sur le Bitcoin. Mais attention, tentative de cassure à la hausse. Et si les tensions géopolitiques mondiales continuent à exister et à pousser, typiquement, je pense à l'Iran, on pourrait avoir potentiellement une accélération au-dessus des 95 000 pour aller chercher, évidemment, les psychologiques à 100 000 $ sur le Bitcoin. On est allé retoucher l'IMA 100, donc l'IMA, c'est moyenne mobile exponentielle, et on voit qu'on est allé retester la 50 ici. Donc ça, on avait parlé à partir du moment où on l'avait cassé, qu'on allait certainement tenir là, et aller retester cette IMA. Ça dépend au moment où vous allez le retester, c'était soit les 100 000, soit peut-être un petit peu plus bas. On voit que l'IMA a chuté, et notamment sur le CME. Je rappelle que c'est un cours qui est un peu particulier, et pourquoi je regarde bien le CME, c'est parce que c'est clôturé, et que les institutionnels tradent sur le CME, ne peuvent pas trader sur autre chose. Il n'y a pas d'autres perpétuels qui sont ouverts à des institutionnels avec très gros volume.
principalement, et donc le futur, donc c'est-à-dire le trading futur, se fait sur le CME, et donc c'est un peu la vision des institutionnels. Pourquoi on a cette vision-là? Parce que on a quand même toujours la dynamique et la réflexion de se dire que ce sont les institutionnels qui ont modifié le cycle, et c'est quelque chose qu'on avait d'ailleurs entendu le cycle dernier avec l'arrivée de certains institutionnels et certaines grosses sociétés qui étaient arrivées sur justement BTC, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu quand même sur 2024 et 2025. Néanmoins, on avait déjà ce pseudo-narratif-là, et vous allez voir que ça va importer beaucoup par la suite. Donc, pour moi, ça, c'est un premier point. C'est une première clôture. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.